Il y a quelques mois, je me suis rendu dans un des territoires les plus reculés de la France, le Haut-Maroni, en Guyane française. J'y suis allé pour rencontrer les Wayana, un peuple amérindien de la forêt amazonienne. Ils sont français, vivent sur le territoire français, pourtant ce sont les oubliés de la Guyane, elle-même oubliée de la France. Un peuple avec une richesse culturelle énorme, mais dont la République française est venue tout bouleverser il y a une soixantaine d'années, pour le meilleur comme pour le pire. Aujourd'hui, les Wayana font face à de nombreux problèmes. Nous, on ne savait pas que ça se passerait comme ça quand on deviendrait français. Les peuples qui ne crient pas à l'aide aux gens, mais ça se ressent au niveau des suicides. On a détruit plusieurs peuples ici. Pollution de leurs terres, alcool, chômage, taux de suicide 20 fois supérieur à la moyenne nationale, un peuple à la dérive qui tente de s'intégrer dans une société qui leur impose son mode de vie sans se questionner sur les conséquences. Je vous emmène à la rencontre des Wayana, les oubliés de la France. Pour se rendre en territoire Wayana, c'est pas simple. Il faut déjà se rendre à Cayenne, préfecture de la Guyane française. Ce département dont on parle peu, situé sur le continent d'Amérique du Sud entre le Brésil et le Suriname. Une fois à Cayenne, il faut prendre un petit avion pour s'enfoncer dans l'Amazonie, destination Maripasoula. Maripasoula, c'est une commune de 11 000 habitants perdue dans l'Amazonie. Avec son ambiance Far West du bout du monde, la ville est isolée de tout. On ne peut la rejoindre qu'en 1 heure d'avion depuis Cayenne ou plusieurs jours de pirogue depuis le littoral. Aucune route ne relie Maripasoula à Cayenne. Mais pour rencontrer les Wayana, il faut aller encore plus loin. À Maripasoula, j'ai retrouvé Stan, lui-même Wayana, il sera mon fixeur pour le reste du voyage. On embarque sur une pirogue pour remonter le fleuve Maroni, la seule frontière visible entre la France et le Suriname. Sur la rive gauche, la France, sur la rive droite, le Suriname. Après plusieurs heures de pirogue, nous arrivons enfin en territoire Wayana, dans le village de Talouen. Ce sera notre point de chute pour les 3 prochains jours. Depuis Talouen, j'ai pu découvrir plusieurs villages Wayana. Elae, Antekumpata, Kayode et Twenke. J'ai pu rencontrer les habitants Wayana, mais aussi le grand Man, le chef coutumier et spirituel des Wayana. Et enfin, 2 maîtresses de l'école de Talouen, originaires de métropole. Un village traditionnel Wayana est organisé autour du Tukushipan. C'est le centre du village du Tukushipan. C'est un lieu qui réunit les habitants pour les rituels traditionnels. Ouais, ça sert un peu à réunir. C'est un lieu de passage. Une grande structure en forme de dôme qui sert de place de village, de salle des fêtes et de lieu d'accueil pour les voyageurs. C'est là que nous allons dormir dans des hamacs attachés entre les poteaux. Voilà, il est magnifique ce hamac. Mon hamac est validé. Autour du Tukushipan, on retrouve les habitations traditionnelles amérindiennes, les Karbé. Donc là, tu vois, on voit typiquement le type de formation que les gens ils font. C'est-à-dire que tu as plusieurs carbets, et en fait, tu as un carbet où tu dors, tu as un carbet où tu fais la cuisine. Okay. C'est un carbet pour chaque activité, en fait. C'est comme si la maison, elle était séparée en pièces, et finalement, chaque pièce est une petite maison. Ça, c'est un carbet, vous voyez derrière là? Celui qui est là, ouais. Qui est abîmé. Ok, Ça, c'est un carbet. Et tout autour des villages, la forêt amazonienne à perte de vue. L'immensité verte qui a toujours été au cœur de la vie des Wayana. La chose la plus dangereuse ici en forêt, c'est pas les insectes, c'est pas les jaguars, les serpents ou ce genre de choses. En réalité, c'est la chute des arbres. C'est la première cause de mortalité en forêt. Comme là par exemple, voilà, un arbre qui est tombé. Le sol est tellement humide ici que les racines finalement ont du mal à vraiment ancrer l'arbre. Et au fur et à mesure, ils finissent par tomber. Faut juste pas se retrouver en dessous. Les Wayana ont toujours vécu en communion avec la forêt. Traditionnellement, elle subvient à tous les besoins. Matériaux de construction pour les carbets, lieux de chasse, de cueillette et même de terres agricoles avec les abattis. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un abattis, c'est de la culture sur brûlis. Okay. C'est une forêt qu'on a coupée. On coupe, on laisse sécher. Ouais. Et puis après, on brûle.
Ok, et le Donc, but? du coup, ça permet de fertiliser le sol pendant Ok. un petit moment. C'est pas la technique la plus efficace en agriculture, mais c'est comme ça que c'est de l'agriculture traditionnelle. Dans ce genre de plantation, tu vas trouver beaucoup de manioc, parce que les Amérindiens, déjà, consomment du manioc un peu partout, que ce soit pour le jus de poisson, des galettes de manioc, de la farine de manioc, du jus de manioc alcoolisé, fermenté. Ça s'appelle du kachiri et c'est très bon. C'est très bon. C'est le potager du village, quoi, en gros. Le potager d'un villageois. D'un villageois, ok, Ouais. d'accord. C'est-à-dire que chaque famille a une parcelle comme ça. À son propre abatis. C'est ça. Donc du coup, vous imaginez bien que pour faire ce genre de parcelle, parce que c'est immense, Ouais. ça se fait pas tout seul. Donc du coup, c'est de l'entraide, on appelle ça un mayuri, un repas, de quoi boire. Ok, Et tout le monde vient aider. Ok, en échange, on propose un dîner et une petite fête, quoi, Ouais. en échange de venir aider pour créer l'abatis. Ok, il est pour jeune, que- non, celui-là d'abatis? Il vient d'être fait cette Ouais, il année-là. vient d'être fait, ok, parce que c'est encore bas les plantes. Et en gros, ils vont cultiver pendant 2-3 ans. Et puis après, ils laissent repousser. Et ça permet à la forêt de repartir Ok. directement. Là, vous voyez tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas de forêt primaire autour. On voit que c'est des petits arbres. Ouais. Donc là, c'est une forêt qui a déjà été coupée il y a longtemps. Un Il y ancien a une abatis. dizaine d'années. Ouais. Ok. Et du coup, ça permet aux gens de revenir ici après plusieurs années. Et manioc, en réalité, évidemment, c'est pas la plante qu'on mange, c'est la racine. C'est un tubercule, c'est comme une grosse pomme de terre. Là, après, on voit des bananiers. Il y aura de la patate douce. Il y a de la pastèque. Il y a de la canne à sucre. Et là, d'ici 1 an et demi, ça dépend si le sol est bon. C'est 1 an et on demi, pourra 2 déjà ans. récupérer des premiers trucs. Ouais, déjà commencer à récupérer. Mais du coup, comme chaque année tu fais un abattis, Mm. donc c'est-à-dire que normalement eux ils ont déjà un abattis qu'ils ont fait il y a 2 ans qui est prêt. Ok. C'est-à-dire que là ils sont en train de prendre dessus, en train de Ils récolter prévoient dessus. Il prévoit la fin du premier Ouais, abatis. c'est un cycle, Tout à fait. c'est de l'agriculture biologique. Ouais, clairement. Ouais. Pour les Wayana, la forêt est sacrée, mais ça marche de pair avec le fleuve, qui lui aussi a une place primordiale. Le Maroni, c'est la source de vie des Wayana. Tout se fait avec le fleuve. Les gens ils vont se baigner au bord du fleuve, il n'y a pas de douche. Les gens ils vont aux toilettes, c'est au fleuve. Les gens ils vont faire leur vaisselle, c'est au bord du fleuve. Les gens, quand ils sortent de la chasse ou de la pêche, ils vont vider leur gibier ou vider leur poisson au bord du fleuve. Tout se fait au bord du fleuve. Le Maroni, c'est aussi le seul moyen de déplacement pour les Wayana. Tous les villages sont en bord de fleuve et c'est en pirogue qu'on se déplace. Mais le Maroni est souvent dangereux. Là, on est dans des sauts, ça s'appelle. C'est des rapides. Et là, Dany, notre conducteur de pirogue, il connaît par cœur le chemin pour passer, savoir où passer, pour pas justement toucher les cailloux, les rapides, etc. Là, on voit les rochers là. Et les sauts, c'est des zones très dangereuses. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents et certains morts même. Donc ce soir, c'est caïman. Quand il a une peau tellement épaisse, C'est dur à tuer. Hein. on voit les écailles là. Oh, c'est délicieux, c'est très bon. Waouh, c'est quoi ça? Il y a un énorme truc qui faut pas faire attention. est arrivé derrière moi là. Faut pas faire attention les gars. Il y a des grandes araignées Terrafusa. C'est des grosses migales quoi. Pas envie de voir ça. Hein. T'as pas envie de voir ça? Non, j'aime pas les araignées non plus. Je vais m'installer tranquillou. Bonne nuit à tous, à demain. Avant de continuer, je voudrais faire un petit point. Je pourrais pas en une seule vidéo résumer ce que sont les Wayana, leur culture, leur mode de vie, leurs problématiques actuelles, la façon dont ils envisagent le futur, ce qui va être le futur aussi pour eux. Tout ça, je pourrais jamais le résumer en une seule vidéo, c'est impossible. Ce que j'essaie de faire surtout, c'est de pouvoir documenter ce que je peux, en tout cas, mais évidemment tout ça est bien plus large. Parce que la vie des Wayana a été profondément transformée, pour le meilleur comme pour le pire, avec l'arrivée de l'État français. Pour comprendre ça, il faut remonter un tout petit peu en arrière, avant 1946.
À cette époque-là, la Guyane est séparée en deux. D'un côté, le territoire de Cayenne, une fine bande sur la totalité du littoral, là où la France développe toutes ses activités économiques, administratives ou scientifiques, avec par exemple le Kourou, la base spatiale. Tout le reste de la Guyane, donc la forêt amazonienne, était le territoire de l'Inini. 80 000 km² de forêt primaire. La taille cumulée de la Bretagne, la Normandie et de l'Île-de-France. Un énorme territoire avec seulement 3000 habitants. Tous amérindiens. Peu rentable pour la France, difficile d'accès, le territoire de l'Inini avait très peu d'intérêt pour l'État. D'ailleurs, les peuples amérindiens de l'Inini étaient, selon les textes de l'époque, des populations primitives, des sujets français qui n'avaient aucun droit. Mais en 1946, les territoires fusionnent dans un grand plan de départementalisation des territoires d'outre-mer. La Guyane devient un département et par souci d'égalité, les lois françaises s'y appliquent partout et plus uniquement sur le littoral. Les Wayana, tout comme les autres peuples autochtones de Guyane, ne sont plus des sujets de la République, mais deviennent enfin des citoyens français. Et l'État va s'impliquer dans le Haut-Maroni. Du coup, il y a tout un tas d'infrastructures qui sont venues avec ça, par exemple l'électricité, l'eau, l'école, l'éducation des jeunes qui est très importante. Sauf que depuis l'arrivée de l'État français dans tout ça, il a fallu sédentariser les villages pour qu'il y ait une poste, un centre de mairie, qu'il y ait des adresses, etc. Donc déjà, rien que ça a complètement changé la culture wayana. À l'époque, on était nomades à l'époque. On restait, on apprenait des choses de notre culture dans le village. C'est-à-dire que les peuples avant, ils restaient 3-4 ans jusqu'à que les ressources s'épuisent et qu'au bout d'un moment, les ressources elles s'épuisent, donc ils sont obligés d'aller ailleurs. Maintenant, avec les installations de l'administration, de certaines structures de l'État, les écoles publiques, c'est sûr. C'est sûr que maintenant, on reste à un seul endroit. Ça bouge plus. Du coup, on est obligé d'aller plus loin pour aller chasser, pour aller pêcher. D'ailleurs, en parlant de la chasse et de la pêche, là aussi aujourd'hui, les lois françaises s'appliquent. Maintenant, il faut avoir le permis de bateau maintenant ici pour conduire. Mais tandis que nous, ça fait longtemps qu'on navigue sur le fleuve. Oui. Et en plus, il faut le passer, je suppose, pas ici, il n'y a pas la possibilité. Non, il faut descendre sur le littoral pour passer. Il faut aller à Cayenne. Ouais. Et ça coûte très cher. Ça coûte cher, oui. Pour quelque chose que vous faisiez déjà. C'est ça. Ok. Nous, on ne savait pas que ça se passerait comme ça quand on deviendrait français. Et aussi, voilà, les permis de chasse, permis de conduire, l'immatriculation des pirogues. Ça n'était pas dans notre cas à l'époque de notre arrière-grand-père, mais on circulait tranquillement, librement. Et maintenant, c'est complètement changé. On a besoin de passeport, identité pour circuler. En face, là, c'est le Suriname. Oui. C'est un autre pays. Est-ce que pour vous, elle existe cette frontière ou finalement... Non, cette frontière n'existe pas pour nous. Nous sommes des Amérindiens qui vivent sur deux fleuves, pas de barrière. On a notre voisin au Suriname, nos familles au Suriname. C'est pas comme chez vous. Parce que chez vous, quand on voyage, il faut toujours l'identité, il faut avoir l'autorisation et tout ça. Nous, on n'est pas dans ce but-là. On voyage, on circule, on fait nos abattis sur les deux rives, et voilà. Mais le changement le plus profond de cette période de francisation, c'est l'arrivée dans la société wayana, une société basée sur le service et le troc, de l'argent. Et il y a aussi le problème de l'argent ici. Grâce au chômage, grâce au RSA, les gens ont un revenu, donc ont un pouvoir d'achat, qui n'est pas assez suffisant pour pouvoir développer des choses et pour pouvoir bien vivre, mais qui est assez suffisant pour ne pas perpétuer les traditions wayana. On a apporté des allocs à quelqu'un qui ne demandait rien. On a détruit plusieurs peuples ici. On a détruit des systèmes avec ça, sans expliquer à quoi servent les allocs, comment ça fonctionne. Là, ce n'est pas les enfants qui bénéficient des allocs, c'est souvent les papas, les mamans. Il n'y a pas eu d'adaptation en fait, et puis... Ça a été un peu frontal. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, les Wayana, ils étaient nomades déjà. Ils vivaient de la chasse, de la pêche, de l'abattis, de l'agriculture. Et finalement, on a commencé à les sédentariser parce qu'il fallait, pour que ce soit plus simple. À l'installation des écoles aussi, beaucoup. Voilà. L'école dispensaire. Quand on leur a dit, voilà, maintenant vous êtes français, et il va falloir vous sédentariser, il y a eu les allocations, ce qui fait que du coup, un commerce aussi parallèle s'est monté de l'autre côté, au Suriname.
Et oui, parce qu'au début, l'argent en plein milieu de l'Amazonie, ça servait pas à grand chose. Mais sur l'autre rive du fleuve, côté Suriname, des commerces de proximité se sont montés sur les berges du Maroni. Les prix bien plus bas et le réseau de routes mieux développé permet l'acheminement des marchandises depuis les grandes villes du Suriname. En vrai, il y a des magasins sur le Haut-Maroni. Tu parles, il y a des magasins en France ou côté Suriname? Côté Suriname. Côté Suriname seulement. Ouais. C'est ça, ouais. Ça reste des magasins. Les frontières, elles n'existent pas sur le Haut-Maroni. Elles n'existent pas, il n'y a pas de frontières en fait ici. Là, on est repassé côté Suriname pour manger ce midi. Sur tout le Haut-Maroni, pour pouvoir faire des courses, des choses comme ça, c'est soit à Maripasoula, mais qui se trouve très loin, soit du coup de l'autre côté, côté surinamais, où il y a pas mal de commerce. La frontière est très poreuse ici et les habitants, les Wayana, en fait, traversent tout simplement pour faire les courses et acheter ce dont ils ont besoin. Alors que côté français, il n'y a pas. Pour aller au bar aussi. C'est ça. Et pour aller au bar, exactement. Pour Ça, la c'est des bouffe, trucs du Suriname, les gars. Tous les des produits qui viennent du Suriname, Ouais. qui revendent ici en euros. Et au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois, Brésiliens, peu de Surinamais finalement ici. Très peu de Surinamais. Hein. Les seuls Surinamais, c'est les gens qui font la route Ouais. pour ravitailler les choses. Donc en peu de temps, la vie des Wayana a changé radicalement. Mais une chose manque cruellement, le travail. La plus grosse problématique ici, dans les villages amérindiens, c'est le chômage. Il y a un fort taux de chômage ici, parce qu'en réalité, comme la plupart des métiers qui sont possibles ici, soit ils sont très très rares sur place, c'est-à-dire travailler à l'annexe de la mairie, travailler pour le parc, etc. Soit il faut aller à Maripasoula pour les premiers métiers, et là-bas aussi ils sont très rares. Donc en réalité, il y a un taux de chômage énorme, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de boulot. Il y a des gens qui n'ont pas pu faire leurs études. Voilà, ils vivent un peu des RSA, de l'aide De l'État, ouais. de l'État. C'est le seul moyen et c'est vraiment, vraiment dur. Et pour trouver du travail, soit on a du mal à vraiment trouver. Soit il faut partir sur Cayenne, ou soit à Maripasoula, mais c'est tout. Mais du coup, abandonner le village, quoi. Et c'est parce que tu as envie. Si, ce qu'il nous faut ici, c'est du boulot. Il faut que l'État nous donne du boulot pour le mettre, parce que là, vu qu'ils ont mis leur batelette, qui ne sert à rien du tout, et qu'on n'a pas de facteurs et qui fait de aller-retour. Ouais. En fait, vous avez une boîte aux lettres, mais ça sert à rien, quoi. Ouais. Cette situation se répercute sur l'éducation des jeunes. À quoi bon faire des études s'il n'y a aucun travail en restant au village? Surtout que pour les études dans le Haut-Maroni, c'est pas simple. Ici, c'est l'école de Kayodé, en fait. Et du coup, il y a une cinquantaine d'élèves qui sont là, d'enfants du coup, parce que dès qu'ils atteignent l'âge du collège, ils partent à Maripasoula. Et après, c'est vrai que ça fait une coupure et c'est un problème aussi. Hein. Oui, parce que Maripasoula, ils y vont pas tous les jours au collège. Ils vont pas l'aller-retour tous les jours. Ouais, ils restent dans un internat du coup, ou dans des familles d'accueil et ça se passe bien parfois et des fois ça peut être une mauvaise expérience. Et après, au niveau du lycée, c'est sur le littoral, je crois, c'est ça? Ouais, il y a un lycée qui est en construction à Maripasoula, mais en plus, je crois que ce sera un lycée professionnel. Donc, il n'y aura pas toutes les filières, il me semble. Mais il est encore en construction. Résultat, la quasi-totalité des Wayana sont au chômage et vivent des allocations. Oui, il y a beaucoup de chômage. Après, est-ce que c'est vraiment du chômage dans un monde où il n'y a jamais eu de travail? C'est ça la question, en fait. C'est ça que je me pose aussi. Ouais. Pour être honnête, ce que je ressens aussi beaucoup ici, c'est de l'ennui des gens. Surtout des jeunes. Ils s'ennuient énormément. Parce que de notre côté, ils n'ont plus besoin d'aller en forêt pour chasser, ils n'ont plus besoin de pêcher, ils n'ont plus besoin non plus de faire des abattis pour faire l'agriculture. Mais d'un autre côté, les jeunes, ils ne gagnent pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'emplois ici pour qu'ils soient occupés, qu'ils aient un vrai travail. Ce qui fait qu'en réalité, beaucoup se retrouvent bloqués dans cet entre-deux et ont du mal à en sortir. Du coup, l'alcool fait des ravages ici, et tout ça peut même prendre des proportions très graves, puisqu'il y a des vagues de suicides parmi les Wayana. Il y a aussi des choses, quand les jeunes n'ont pas de moyens, c'est dur pour eux, ils tournent en rond en cherchant le travail, des fois ils ne trouvent pas, des fois ils en ont marre. Quand ils ont besoin de choses, avoir ce qu'ils ont besoin, ils n'arrivent pas à l'avoir. À force de rester comme ça pendant des années et des années, certains jeunes passent à l'acte après. C'est-à-dire à l'acte de suicide, parce qu'ils en ont marre de rester, de tourner en rond. Il y a un problème de suicide. Le taux de suicide est 2 ou 3 fois plus élevé qu'en France. En réalité, selon les derniers chiffres, c'est 20 fois supérieur. C'est pas que sur le Haut-Maroni, tout le monde a des problèmes, mais que peut-être les Amérindiens sont plus sensibles que d'autres parts.
Plus touché aussi, ouais, Plus touché. par tout ça. Ouais. Ok. C'est pas comme si on criait à l'aide au peuple. Les peuples ne crient pas à l'aide aux gens. Mais ça se ressent au niveau des suicides. Et est-ce que vous trouvez aussi que l'État français, du coup, sur ce qui est mis en place ici, c'est au niveau de ce qu'il aurait besoin d'avoir? Pas du tout. Il manque de tout ici. Ouais. Il y a des réels besoins. Voilà, on est en 2023, on a beau être dans un village Wayana, tout le monde a des impératifs ici que l'État français demande en plus. Bien sûr. Je sais pas, par rapport au papier, par rapport à tout, quoi. Et en fait, ça ne suit pas en termes, ne serait-ce que d'infrastructure, ça ne suit pas. Il n'y a pas d'accès à Internet libre ici. C'est-à-dire, il n'y a pas un ordinateur. Les gens, la plupart du temps, n'ont pas d'ordinateur et ne savent pas comment l'utiliser. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour leur expliquer. Il y a eu cette semaine même la mission de la préfecture. Donc, il y a des agents de la préfecture qui viennent pour faire les papiers dans les villages, ce qui est super. Mais il faut acheter le timbre fiscal. Le timbre fiscal, c'est sur Internet. Il faut faire des photocopies. Il n'y a pas de photocopieuse dans le village. Enfin, en fait, c'est plein de trucs où des petites choses, mais voilà, c'est pas adapté, quoi. Pour moi, ce qu'il nous faut ici, c'est des bureaux, avoir des assistances. Pour tout ce qui est important, avoir de l'Internet, faire notre papier, nos documents, pour leur des dessins à Maripasoula, faire des dépenses pour l'essence. Ouais, je pense ici, c'est ce qu'on aura besoin. Il n'y a aucune prise en compte des difficultés logistiques qu'il peut y avoir ici. Et puis surtout, c'est des familles qui n'ont pas de revenus non plus. Donc, ils vont à la CAF pour avoir un peu de revenus, des allocs. Et puis, en fait, on va leur demander de payer un avion à 200 €. Puis après, il faut se loger là-bas, il faut se nourrir là-bas. C'est cher, la Guyane est chère. Donc, ça fonctionne pas, quoi. Certains ne peuvent pas. Même pour rien que créer un compte Amélie, pour avoir ton code, il faut aller sur Cayenne. Enfin, c'est incroyable. On leur demande un effort d'adaptation qui est absolument énorme. Enfin, on demanderait ça à des métros. Enfin, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que tous ces facteurs-là entraînent forcément des changements profonds et peut-être irréversibles dans la manière qu'ils ont de vivre, quoi. Il y a un mot dans la devise française, c'est égalité. Sauf que c'est pas l'égalité. Moi, j'ai découvert ici que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est l'équité qu'il faut faire. L'équité, c'est on s'adapte. Pour finir de noircir le tableau, les Wayana font face à un autre problème, la destruction de leurs forêts et de leurs fleuves. Le sol du Haut-Maroni est gorgé d'or. Il n'en fallait pas plus pour qu'un réseau de chercheurs d'or clandestins voie le jour. On les appelle les garimperos, des Brésiliens venant du Suriname qui traversent le fleuve pour chercher l'or illégalement sur le territoire français. Ça entraîne de la déforestation massive, mais surtout de la pollution des sols et du Maroni par le mercure, métal toxique servant à extraire l'or du sol. Ce mercure se retrouve en grande quantité dans le fleuve Maroni et dans les poissons consommés par les Wayana. Résultat, le taux de mercure dans le corps chez les Wayana est 4 fois supérieur au seuil de dangerosité fixé par l'OMS. Je voudrais évoquer un petit peu l'orpaillage clandestin. Déjà pour la destruction de la nature, de la forêt, la rivière. Il y a de moins en moins des gibiers dans la forêt comme c'est détruit. Dans la rivière, c'est pareil, c'est pollué, donc des poissons, il y a beaucoup plus de mercure. Les solutions à tous les problèmes évoqués jusqu'à présent, je vais pas vous mentir, il y en a pas beaucoup. Mais il y a une chose qu'aimeraient les Wayana. Et ce qu'ils cherchent aussi ici, c'est d'avoir une commune Wayana pour pouvoir prendre eux-mêmes aussi des décisions, pour avoir leur propre mairie, etc. et pas être rattachés à Maripasoula, qui Maripasoula n'est pas un village Wayana. Et en plus de ça, Maripasoula, c'est très loin d'ici. Mais pourquoi pas nous n'avons pas une commune Wayana? Parce que ça existe à Awala, à Kamopi, et nous, on dépend de la commune de Maripasoula. C'est un peu dur parce que on ne peut pas gérer nos problèmes nous-mêmes en tant que Wayana. Ça fait quelques années déjà qu'on demande d'avoir une commune. À vous, oui, tout à fait, avec un maire. Et ensuite, on nous dit que voilà, les Wayana ne sont pas encore mûrs pour gérer leur commune. L'avenir, il vous fait peur pour les Wayana? L'avenir me fait peur parce qu'il y a beaucoup de changements, surtout au niveau de la jeunesse, surtout la drogue. Les prostituées. En face, au Suriname. En face, il y a des gens qui viennent faire n'importe quoi chez nous. Et je ne sais pas si la jeunesse à l'avenir peuvent tenir, être solide comme nous,
dorénavant, on fait le maximum possible. Est-ce que la jeunesse le feront ça ou bien ils vont se faire piéger par ce fléau-là? Franchement, ce que je souhaite à l'avenir de mon peuple, c'est qu'ils soient plus autonomes, qu'ils prennent des décisions entre eux pour se développer que dans le bien-être. C'est tout ce que je souhaite. Mais en attendant que les choses évoluent, bon nombre de jeunes quittent les terres Wayana pour essayer de trouver un meilleur avenir ailleurs. Beaucoup de jeunes aujourd'hui partent des villages et n'en reviennent pas. Ils partent soit sur le littoral de la Guyane, donc Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, etc. Soit ils partent pour la métropole. Et du coup, on peut se demander est-ce que l'avenir de la culture Wayana et du peuple Wayana est en péril. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus les blâmer. On ne peut pas demander aux jeunes de rester au village alors qu'eux ont envie d'autre chose, ils ont envie de s'épanouir d'autres manières. Ils ont envie de se reconnecter à un autre mode de vie qui est impossible ici et surtout d'avoir du travail. Au final, rien n'est blanc ou noir. C'est juste un mélange des deux avec des avantages, des problématiques et surtout un peuple qui essaie de savoir où il est, ce qu'il est et où il va.